Mesdames, Messieurs, bonsoir, bienvenue sur Alizé pour votre édition de 19 h. Nous sommes le mardi 5 janvier. Voici les titres qui seront développés dans notre journal. L'ensemble de la population guadeloupéenne est au cœur d'un projet de sensibilisation pour combattre l'insécurité routière. Depuis le 1er janvier 2016, tous les logements doivent s'équiper d'un détecteur de fumée. Les Guadeloupéens ne sont pas tous de bons élèves. Un panorama des costumes du 19e siècle, c'est ce que propose Maryse Bernabé pour sa première exposition intitulée Toile sur toile. Le journal, Aurélie Ronze. Et on commence avec cette réunion qui s'est tenue en fin de matinée au siège du SIAG, réunion entre les élus qui ont déjà adhéré au syndicat mixte Hauts-de-Guadeloupe. Ils ont demandé au préfet de prendre un arrêté pour que ce syndicat puisse fonctionner. On fait le point tout de suite avec Muriel Barlagne. Les collectivités ont jusqu'au 14 janvier 2016 pour se prononcer sur leur adhésion ou non au syndicat mixte unique de l'eau Hauts-de-Guadeloupe. À l'approche de l'échéance, le SIAG a organisé une réunion avec les élus qui ont déjà pris leurs décisions, parmi lesquels les présidents de la région et du département. Un débat qui a eu lieu sans le préfet. Nous avons été accompagnés. Il est temps que nous puissions, entre élus, prendre nos responsabilités et aller de l'avant. Et puis demander au préfet de prendre l'arrêté qui définitivement va consacrer la naissance de, ce syndicat unique de l'eau. Nous avons décidé, il faut y aller. Les Guadeloupéens attendent depuis trop longtemps. On a de très gros travaux à lancer. Donc nous allons demander au préfet de prendre l'arrêté. Et par la suite, les autres collectivités vont nous rejoindre. Ce que nous voulons aujourd'hui, c'est qu'il y ait vraiment un syndicat unique qui réponde aux attentes des Guadeloupéens, que ce soit en matière pour le transfert du personnel. Il y en a à transférer, que ce soit en communauté, que ce soit dans ce syndicat unique. Et par la suite, faire un état pour savoir comment commencer les très gros travaux qui méritent d'être faits sur la Guadeloupe pour qu'à l'avenir, que chaque Guadeloupéen puisse avoir de l'eau dans leur robinet. Un comité de pilotage sera mis en place. Ce matin, le nom de Laurent Bernier était sur toutes les lèvres comme futur président. Et cette réunion-là a laissé penser que nous étions sur le bon chemin et avec la bonne vitesse, c'est-à-dire une création dans les jours qui viennent, dans les semaines qui viennent. Et donc nous avons une ambition commune, celle non pas de redorer le blason des élus, qui est largement entaché depuis beaucoup d'années, mais de faire ce que nous avons dit, mettre en œuvre un véritable programme de gros investissements au service d'un service public qui est largement en difficulté. Hauts-de-Guadeloupe devrait remplacer l'actuel SIAG au fur et à mesure. Une avancée dans la gouvernance de l'eau qui devrait faciliter la réalisation des nombreux travaux pour la réhabilitation du réseau. Mais il reste encore du chemin à faire pour régler définitivement le problème de l'eau en Guadeloupe. Alors que le nombre de morts sur nos routes a baissé en 2015, la préfecture vient de lancer un appel à projet sécurité routière afin de recenser les actions préventives qui seront menées en 2016. Des actions qui porteront sur la sensibilisation, la formation ou encore l'éducation. Les détails avec Éric Pommier. Un appel à projet pour combattre l'insécurité routière. Voilà lancé l'opération par les services de la préfecture avec le concours de la cellule départementale de la sécurité routière. Le projet se veut novateur, ambitieux, mais surtout nécessite que la population soit au cœur de ce nouveau projet de sensibilisation. Les projets peuvent prendre la forme de sensibilisation, d'une pièce de théâtre, d'une distribution de matériel, donc des formes extrêmement diverses. Et le plan départemental d'action de la sécurité routière vient financer de façon très importante ces projets. Il est important quand même que chacun puisse se mobiliser, des personnes qui ont des idées en matière de sécurité routière puissent se positionner sur cet appel à projet. Tous responsables, indique bien le slogan de la sécurité routière. L'appel à projet concerne donc aussi bien les administrations de l'État que les collectivités, les médias, les associations, les industries, voire les entreprises privées. Objectif, mettre en place des actions de formation, de sensibilisation, d'éducation ou de communication, ce sur des thèmes tels que la conduite sous l'influence de l'alcool, le manque de visibilité des usagers vulnérables, ainsi que le non-port des équipements de sécurité, notamment le casque.
Donc, il faut savoir que les deux roues et les piétons font partie des usagers vulnérables qui représentent aujourd'hui 76% des tués. Donc c'est une cible privilégiée pour l'appel à projet de 2016. Donc c'est l'une des cibles sur lesquelles on va travailler durant cette année de 2016. Et donc cet appel à projet est vraiment à l'image de la sécurité routière et de la politique de sécurité routière. Il faut que tout le monde s'implique dans cette lutte contre l'insécurité routière. Si tout le monde s'y implique, il y aura moins de morts sur les routes, il y aura moins de blessés, il y aura moins de familles endeuillées et il y aura moins de drames. 3 morts sur les routes seulement au mois de décembre dernier, c'est 3 morts de trop. Même si les compteurs de l'accidentologie ne sont pas franchement dans le rouge pour le bilan 2015, en préfecture, le discours est ferme, orienté vers une tolérance zéro. En 2015, les chiffres sont encore à consolider, mais en 2015, c'est 40 tués sur les routes, 40 morts de trop. Alors certes, en 2014, on était à 59, donc on a une baisse de 32%, ce qui est très positif, mais ce qui est à confirmer et à poursuivre en 2016. 40 morts, on ne peut pas se satisfaire de 40 morts. 40 morts, c'est 40 pères de famille, mères de famille, 40 enfants qui ont disparu, c'est 40 familles endeuillées. C'est beaucoup trop et il faut que tout le monde réagisse. Que tout le monde réagisse, car mourir sur la route, rappelle la préfecture, n'est pas une fatalité. Et si vous êtes intéressé, vous pouvez télécharger le dossier sur le site internet de la DEAL Guadeloupe avant le 29 janvier. On reste sur la route, ou plutôt sur le bord des routes. Nous vous en avions parlé il y a quelques jours sur Alizé. Les commerçants pointois sont invités à laisser leur place de parking aux clients. À leur disposition, 2 autres parkings gratuits. Seulement certains d'entre eux pointent du doigt l'insécurité. Karine Gelman nous en dit plus justement sur la position de la mairie de Pointe-à-Pitre. C'est une question de temps avant que riverains et commerçants de Pointe-à-Pitre ne prennent possession des nouvelles places de parking. 541 places mises à disposition par la mairie depuis plusieurs mois. La difficulté, c'est pour nous tous de modifier nos habitudes, pour les employés de s'habituer à déposer la voiture non pas devant le trottoir de l'endroit où on travaille, mais d'aller 2 pâtés de maison plus loin. C'est d'avoir un rapport avec la voiture qui soit différent. C'est d'anticiper l'avenir de la ville vers une ville plus piétonne, vers un usage des transports public moderne, demain le tram, je l'espère, de manière plus efficiente. Donc ce sont ces transformations d'habitude qui ne sont pas faciles à mettre en place du jour au lendemain. Les commerçants craignent toujours de se rendre sur le parking situé près de la gare maritime. Le prétexte, un sentiment d'insécurité. Oui, c'est un problème qui est récurrent à Pointe-à-Pitre, mais quand même qui est relativement bien géré depuis une bonne année. La municipalité fait quelques efforts. Évidemment, c'est toujours pas assez suffisant pour un commerçant ou quelqu'un qui est habité de psychose sécuritaire, c'est vrai. Ceci étant dit, c'est quand même pas ce qu'on prétend. C'est quand même nettement mieux et ça va s'améliorer tout doucement. C'est un premier essai. La mairie de Pointe-à-Pitre, consciente du problème, entend bien le résoudre et rassurer les commerçants. La ville a mis en place un dispositif de caméra, la ville a éclairé le parking, la ville en a assuré les conditions de sécurité avec un système de patrouille. Toutes les conditions sont réunies pour que, à cet endroit, comme partout ailleurs dans la ville, on puisse être dans les conditions identiques en termes de sécurité. Celle-ci n'est jamais absolue, mais celle-ci cette sécurité est l'une des plus probantes sur l'ensemble de la Guadeloupe. Donc ça ne doit pas être un prétexte. Je pense qu'il y a, encore une fois, des changements d'habitude à produire et bon, c'est ce qui est le plus difficile. Prochaine étape pour désengorger la ville, le tramway sortie prévu à l'horizon 2020. C'est un objet qui est devenu obligatoire depuis le 1er janvier 2016 dans tous les logements. Il s'agit des détecteurs de fumée. La date initiale du 8 mars 2015 avait été repoussée de quelques mois pour faire face au problème de pénurie d'appareils. Patrick Curie est allé vérifier si vous étiez en conformité avec la loi. Les détecteurs autonomes avertisseurs de fumée, les DAF, sont obligatoires dans tous les logements depuis le 1er janvier 2016. On dénombre environ 2500 incendies domestiques par an en Guadeloupe. Dans 80% des cas, c'est la fumée qui tue. Les Guadeloupéens sont-ils équipés ou pas? Oui, c'est fait. C'est fait depuis belle lurette. Est-ce que c'est un professionnel? C'est vous-même qui l'avez? Non, c'est moi-même. Je l'ai acheté, je l'ai installé. Ça a été facile? C'est facile l'installation. Alors installé, non, mais je l'ai déjà, puisque bon, on en a fait cadeau à mon épouse.
Et je l'ai déjà, mais c'est vrai, c'est une question de négligence, je ne l'ai pas encore installé. Oui, tout à fait, j'en ai entendu parler par le biais des médias, mais c'est vrai que c'est un petit peu de négligence de ma part. Je l'ai dans ma voiture, je me promène avec, mais je ne l'ai pas encore installé. Mais c'est dire que bon, j'ai quand même pris les précautions, mais enfin, c'est un peu de temps qui me manque. Mais enfin, c'est une bonne chose pour prévenir les incidents qu'on pourrait éviter. Pour le moment, aucune sanction n'est prévue pour les locataires et les propriétaires qui n'ont pas installé de détecteur de fumée. A l'inverse, les propriétaires bailleurs sont tenus de respecter la loi, leur responsabilité est engagée en cas de dommages matériels et corporels. Direction à présent notre grande région de la Caraïbe. Il est question ce soir du virus Zika, de poupées contrefaites à Porto Rico. Mais tout de suite, nous nous rendons à Cuba avec la visite probable du président américain Barack Obama. Voici la Minute Caraïbe. C'est un vaste programme de déplacements internationaux qui attend le président américain Barack Obama en 2016, avec des visites de pays européens et asiatiques, mais également de la Colombie et du Pérou, avec la possibilité de se rendre à Cuba en mars prochain. Le président Obama souhaite renforcer la position des États-Unis dans les Amériques et travailler sur la normalisation des relations avec Cuba. En ce moment, le gouverneur de la Virginie, Terry McAuliffe, effectue une visite de 3 jours à Cuba à la tête d'une mission politique et commerciale visant à trouver des moyens de développer des relations économiques et commerciales avec la Grande Île. McAuliffe devait rencontrer le ministre du Commerce et de l'Investissement extérieur cubain, Rodrigo Malmirca, et ouvrir un forum d'affaires. Selon son communiqué, McAuliffe appelle le Congrès américain à prendre des mesures pour lever les obstacles aux relations commerciales bilatérales. Il a déjà demandé la levée de l'embargo économique, commercial et financier américain envers Cuba. Il estime en effet que la levée de l'embargo américain va créer des emplois et des débouchés économiques pour les entreprises américaines et demande que les produits cubains soient importés aux États-Unis en termes de réciprocité. Les officiers de la douane américaine ont saisi près de 10 000 poupées contrefaites arrivant à Porto Rico dans une cargaison en provenance de Chine. La valeur estimée de l'expédition est de 41 250 $. Les douaniers ont inspecté un conteneur dont le contenu semblait être non conforme aux exigences de la commission US Consumer Product Safety. Les jouets contrefaits causent un avantage déloyal aux marques reconnues et recherchées par les consommateurs. Le directeur adjoint des opérations pour le commerce à Porto Rico et les îles Vierges américaines s'est félicité de cette saisie qui marque l'engagement de l'Office des douanes d'empêcher les contrefaçons d'entrer sur le sol des États-Unis. Le flux de marchandises contrefaites et piratées est un problème mondial qui exige une collaboration vigoureuse entre les agences des douanes et les titulaires de droits pour assurer l'application efficace de propriété intellectuelle à la frontière. Le service des douanes américain invite l'ensemble des entreprises à travailler avec le CBP pour assurer une protection maximale des droits de propriété intellectuelle. Caraïbes, alors que 2 premiers cas de personnes contaminées par le virus Zika ont été identifiés en Martinique et en Guyane, l'Organisation panaméricaine de la santé pour la région des Caraïbes a lancé une alerte d'envergure régionale pour lutter contre la propagation de ce moustique. Le docteur Ronald George de l'Organisation de santé caribéenne a déclaré que le virus Zika est désormais présent dans l'OECO, en Martinique et à Porto Rico et que compte tenu du volume de voyages entre les îles, il y a une nécessité d'une surveillance accrue et d'une prise de conscience de l'impact de ce virus sur la santé humaine. Il n'existe aucun vaccin contre ce virus. Rappelons que les symptômes sont quasi identiques à ceux de la dengue, forte fièvre, maux de tête, douleurs articulaires et du globe oculaire, éruption cutanée avec en plus une conjonctivite. Il est également fortement recommandé à chacun de passer au moins 10 minutes une fois par semaine autour de son habitat afin d'éliminer les sources d'eau qui peuvent fournir des sites de reproduction pour les moustiques tels que les gouttières obstruées et les mauvaises herbes. Retour en Guadeloupe et nous allons parler du carnaval puisque je vous le rappelle, il a démarré dimanche. Bonsoir Darius Claire. Bonsoir. Alors vous êtes le président du comité de Basse-Terre Luberc 3000. Un mot déjà sur votre comité, présentez-le nous. Bien, mon comité Luberc 3000 existe depuis 2011. Il remplace l'ancien comité qui ne fonctionnait plus depuis une dizaine d'années et il prend place au sein de la Fédération du Carnaval et des Fêtes de la Guadeloupe qui est basée à Basse-Terre. Quelle est sa particularité ? La particularité de ce comité, c'est d'organiser le carnaval dans Basse-Terre et dans son arrondissement, dans sa région.
C'est donc un comité qui regroupe une douzaine de groupes, dont 10 qui sont vraiment qui fonctionnent. Et ce sont donc ces groupes-là qui ont ouvert le carnaval samedi soir avec un défilé de costumes en temps longtemps. Et ce sont ces mêmes groupes qui ont défilé dans les rues de Basse-Terre dimanche pour une première parade, une parade d'ouverture. Comment se sont déroulés ces défilés? Ces défilés se sont bien déroulés parce que nous l'avions bien préparé, notamment sur le plan sécurité, puisque nous avons eu une réunion le 17 décembre en préfecture avec toutes les forces, toutes les autorités qui sont soucieuses de la sécurité. Nous avons respecté leurs consignes et tout s'est bien passé. D'ailleurs, je présente mes vœux au public, nombreux, qui étaient présents, et mes félicitations aussi pour leur tenue et la bonne coopération à ce défilé. Vous parliez justement de sécurité en raison de l'état d'urgence. Théoriquement, les défilés doivent se terminer plus tôt cette année. Que pensez-vous de cette mesure? Cette mesure, en fait, lors des discussions que nous avons eues, nous avions même prévu de terminer notre défilé de costumes en temps longtemps à 24 heures. C'est une consigne que nous n'avons pas eue à Basse-Terre. Et nous avons décidé d'arrêter notre défilé dimanche à 21h. Mais je pense que c'est un peu embêtant quand même de restreindre le défilé à des horaires parce que nous sommes habitués à voir des défilés se poursuivre au-delà de minuit, de 23h, de minuit même. Et donc ça sera un peu restrictif, mais état d'urgence oblige, il faut jouer le jeu. Alors on va continuer de parler de sécurité puisque des incidents se sont déroulés dimanche en marge du carnaval à Pointe-à-Pitre. 2 jeunes ont été blessés, notamment à l'arme blanche. On écoute la réaction du maire de Pointe-à-Pitre, Jacques Bangou, et on en parle juste après avec vous. Nous sommes le seul pays de la Caraïbe où quand il y a 2 bagarres, ça fait la une de toutes nos presses et le débat dans toutes nos familles, alors que c'est au sein de mouvements de population qui drainent plusieurs dizaines de milliers de personnes. Et je ne crois pas qu'il y ait plus d'agression ou plus de mouvements d'insécurité dans notre carnaval qu'il y en a dans tous les carnavals de la Caraïbe. Pour autant, toute une série de propositions sont faites. Il y a eu un déploiement de forces de l'ordre à la première journée du carnaval dimanche, comme il n'y en a jamais eu dans l'histoire de la Guadeloupe. Vous êtes d'accord avec Jacques Bangou, la sécurité qui est malgré tout plus présente cette année? Entièrement d'accord. On l'a vu encore à Basse-Terre. Le public nous félicitait de cette présence des forces de police, de gendarmerie. Mais je pense que ce sont les participants qui doivent faire leur sécurité. Et nous avons pris des dispositions, nous avons bien recommandé à nos groupes d'organiser une sécurité interne, que le groupe soit bien encadré. La Fédération du Carnaval et des Fêtes était présente à nos côtés, on voyait leurs membres, il y avait une présence. Et nos membres aussi étaient sur le terrain. Nous sommes très vigilants, nous encadrons assez étroitement nos défilés. Il faut dire qu'à Basse-Terre, le carnaval, d'une manière générale, est assez bon enfant. C'est-à-dire, on a rarement vu des cas de violence extrême. Bon, il peut y avoir des frictions entre groupes, entre des échauffourées, mais en général, ça ne dégénère pas. Il n'y a pas d'acte de délinquance. C'est très vite canalisé. Très vite, on a la maîtrise de la situation. Une dernière question sur l'actualité de votre comité. Quels vont être les prochains temps forts? Alors, les prochains temps forts, dès ce week-end, nous serons aux côtés de notre fédération, au Gosierval. Donc, notamment lors de la grande parade à Gosier, avec des groupes de Basse-Terre qui feront le déplacement. Et puis, nous avons prochainement, le 29 janvier, nous avons une élection de reine et de roi. Ensuite, ce sera la ronde des écoles. Ensuite, nous allons nous retrouver à nouveau aux côtés de la Fédé pour les 2 grandes parades, le lundi soir
et le mardi. Mais entre-temps, nous aurons le lundi gras, le matin, nous aurons le défilé des marchandes. Et ensuite, alors il faut préciser que notre comité participe à la plupart des sorties en commune de la fédération. Il y en aura plusieurs, notamment Sainte-Rose, Goyave. Donc nous participerons à la plupart de ces sorties en commune. Ensuite, nous aurons le défilé en noir et blanc le mercredi des cendres. Ensuite, en noir et rouge de la mi-carême. Ce sera la fin du carnaval. Et nous recommencerons à travailler pour l'année prochaine. Pour l'année prochaine. Merci Darius Clerc, en tout cas, d'avoir été sur le plateau d'Alizé ce soir. C'est moi qui vous remercie. Un tout autre sujet maintenant, puisqu'il y a près de 2 mois, la première conférence TEDx se déroulait en Guadeloupe. C'était sur le campus de Fouillol. On vous en avait parlé d'ailleurs sur Alizé. Des conférenciers étaient venus partager leur expérience en un temps limité. Les premières vidéos de cette soirée viennent d'être mises en ligne. Extrait avec Karine Gielman. TEDx Pointe-à-Pitre déploie ses ailes et s'envole sur la toile. L'objectif du ténor de la conférence évolutionnaire, changer le monde. 8 intervenants guadeloupéens du monde du spectacle, de l'univers des plantes ou encore de la bioinformatique ont exposé leurs nouvelles idées nées des pratiques existantes. Le docteur Henri Joseph est lui revenu sur notre biodiversité et la nécessité de notre symbiose avec la nature. Je pense qu'aujourd'hui, nous devrions en Guadeloupe, nous réinventer. On doit aller de plus en plus vers ce que j'appelle la créativité inventive et la créativité productive. C'est-à-dire aller chercher au plus profond de nous-mêmes ce que nous avons de spécifique et d'original. Et on va trouver ça où? Dans notre biodiversité, dans notre jardin créole. Autre intervenante, la chorégraphe Lena Blue a mis en scène le mot Bigidi. Bigidi m'est pas tombé. Parce que lorsqu'on regarde le monde, les dogmes géopolitiques sont hauts, sont déplacés. Les grandes orientations politiques et culturelles sont incertaines. Et surtout, ce qui me fascine, c'est que la nature, l'imprévisibilité de la nature des grands territoires, vous ne trouvez pas que ça ressemble de plus en plus à nos cyclones, leurs tempêtes là-bas, là? La seule chose, c'est que nous pouvons leur rappeler les mystères de l'improbable et redonner toute la puissance de l'être humain en disant « Ayez confiance, vous avez les ressources, vous avez toutes les stratégies de la ruse. » Parce que lorsqu'on regarde le danseur de Goka, qu'est-ce qu'il fait? Il esquive. Quand il s'arrête, c'est comme la vie. On attend que le cyclone passe. Quand c'est possible, on accélère. Et si on est en déséquilibre, l'important, c'est pas grave, même si on avance de manière bancale, on avance quand même. Redonner confiance en l'homme et en l'humanité, c'est le plus grand souhait de TEDx. Changer le monde en partageant des idées aux horizons si loin, si proches. Je vous propose à présent de découvrir cette exposition qui se tient à la sucrerie de Nogent à Sainte-Rose, intitulée « Toile sur toile ». Maryse Bernabé propose un panorama des costumes de notre peuple de la fin du 19e siècle. Présentation avec Muriel Barlagne. Des hibiscus, une série de costumes créoles datant de la fin du 19e siècle, un triptyque représentant des signes africains inspirés de masques Dogon, une série plus abstraite. C'est tout l'univers de Maryse Bernabé. L'artiste est chef costumière pour le théâtre et le cinéma depuis plus de 20 ans. Sa passion pour le tissu a donné naissance à une technique artistique qui lui est propre. Qui dit costume dit maniement de la toile. Et c'est un petit peu par ce biais-là que j'ai... que cette technique que j'ai inventée et que j'appelle toile sur toile, en mettant toile dans les toiles, et avec lesquelles je fais mes toiles. Maryse Bernabé ne se contente pas de mettre une toile sur une autre. Elle la sculpte et la peint. Un travail minutieux, tout en finesse.
J'aime beaucoup travailler le costume de notre peuple fin 19e siècle. Donc voilà, et à cette époque-là, nos femmes, j'ai travaillé beaucoup plus la femme que les hommes, mais avaient, quel que soit le métier qu'elles avaient, petit métier ou grand métier, elles étaient toujours habillées de manière très élégante avec des grandes robes. Et ça j'adore parce que ça avait une prestance. Enfin, moi, je trouve ça très beau. C'est la première fois que Maryse Bernabé expose sa collection. Elle est installée à la sucrerie de Nogent à Sainte-Rose jusqu'au 18 janvier 2016. Cette édition touche à sa fin, mais avant de se quitter, on va jeter un rapide coup d'œil sur vos prévisions météo pour demain matin en Guadeloupe. Et c'est encore un temps mitigé qui nous attend avec un mélange d'éclaircies et d'averses. Les températures au réveil afficheront entre 24 et 26 degrés. C'était le journal de la rédaction. Merci de votre fidélité. Dans quelques instants, votre rendez-vous sportif quotidien Minute Sport, suivi d'une météo plus détaillée de notre région. Vous retrouverez ensuite le journal de TF1, puis les pronostics hippiques de Prévert-Mayengo. Votre soirée sur Alizé, un épisode de Joséphine Ange Gardien. Pour ma part, je vous donne rendez-vous demain à 12h30 pour toute votre actualité locale et régionale. Excellente soirée sur Alizé.